Dans les pères fondateurs, il y avait Philippe Druillet. Philippe Druillet, lui, il adorait les films muets, noir et blanc. Il adorait Laurence d'Arabie, qu'on a vu au moins 70 fois. Moebius, c'était aussi Gire. Il adorait le western. Et moi j'étais un cinémavore, c'est-à-dire que je regardais tout. Par exemple, à l'époque, j'avais découvert que les grosses maisons de production américaines, quand elles ne croyaient pas du tout à un film, elles le sortaient au mois d'août. Et j'essayais d'être là en août. J'ai vu des films formidables parce qu'ils pensaient que c'était pas pour nous, comme le premier film de John Milius, qui après a fait Conan le Barbare. Qui s'appelait Graffiti Party en France, magnifique. The Big Wednesday. C'était génial ça. Bon, je suis tombé par terre quoi. But the three friends will meet again on that special day they waited a decade to face. C'est un de ses plus beaux. Et après, on s'est rencontrés avec Milius, et après, la première promo qu'ils sont venus faire, c'est à Paris. Et on a filmé ça. Et Arnold Schwarzenegger m'a balancé une claque pour de rire, parce que j'étais habillé en Conan le Barbare. Une claque pour de rire de Schwarzenegger. A funny joke about you. On a été influencé par la bande dessinée américaine et belge. C'est-à-dire Blake et Mortimer, pour le côté belge, les grands classiques de la bande dessinée américaine comme Flash Gordon, les super-héros, Jack Kirby, avec les Fantastic Four qui pour moi étaient waouh, etc. Druillet préférait les illustrateurs du 19e siècle. On a essayé de faire complètement autre chose. Donc on peut dire qu'on a été une troisième vague qui s'est passée en France. Ça commence en 1975, ça s'arrête en 1987, faute de combattants, parce que, faut être clair, ça s'est jamais bien vendu. On tirait 50 000, on en vendait 20 000. Mais quand un type passait par nos bureaux, qui avait fait un film qui s'appelait Dueliste, et il nous disait, je vais faire un film de science-fiction qui va s'appeler Alien. Je lui donnais le livre, le Necronomicon de Guilleur avec qui on travaillait. Il disait, t'as son téléphone, je lui donnais. Après, il voyait les dessins de Moebius, il disait, il pourrait faire tous les costumes. Ok. Je crois que ça a commencé par lui. Et il est dedans, il est au générique Moebius, il est au générique d'Alien. Voilà, donc ça a commencé par Alien. Après, il y a eu Blade Runner, qui était très inspiré par Moebius, mais il ne le disait pas. Alors, on s'est engueulé, mais c'est pas grave. But because I'd been just discovering science fiction, if you like, at that point, mainly through the hands of Moebius, right, and all those heavy metal comics. Moi, je suis à Métal Hurlant. On est encore un journal on a 2 ans ou 3 ans d'existence. C'est un lundi. Je dis c'est un lundi parce que le lundi, c'est le jour où je recevais des gens que je connaissais pas. Généralement, c'était des dessinateurs de bande dessinée ou des auteurs de science-fiction. Souvent, ils étaient mauvais, mais il y en avait des fois des bons. Et j'avais une obsession, c'est qu'il y avait toujours un fou. J'appelais ça le fou du lundi. Ce jour-là, arrive un type qui est habillé comme Crocodile Dundee, avec le chapeau de brousse, les bottes comme ça, le short qui arrive là, le gros ceinturon. Il dit, je m'appelle Byron Kennedy, je suis australien. Mick Dundee, je viens d'Australie. Ça flotte? Et je vais produire un film d'un médecin urgentiste qui va faire son premier long métrage. Alors je dis, oui, mais est-ce qu'il a fait des courts-métrages? Il me dit non, jamais, mais il saura faire un film. Il dit, je vais l'appeler Métal Hurlant, et en échange, je vous donne 10% des recettes du film. Et je me suis dit, c'est le fou du lundi. Alors je dis, écoutez, c'est très intéressant, laissez-moi votre contact, et je reviens sur vous. Et je ne suis pas revenu sur lui, et il a dit à son collègue George Miller, on va garder l'éclair, mais on va l'appeler Mad Max. Voilà. Comme quoi on peut faire des bêtises des fois. Mad Max. Pray that he's out there. Somewhere.
Oui, le logo est assez proche, évidemment. Eh oui. Et je crois que dans le deuxième Mad Max, il a fait carrément un petit clin d'œil. Alors après, il a fait un clin d'œil dans le deuxième. Après, il m'a invité sur le troisième avec Tina Turner, qui était insupportable parce qu'elle voulait marcher avec des talons aiguilles dans le sable. Et il fallait lui mettre des planches sous le sable pour pas que les talons aiguilles rentrent dans le sable. Et ce mec hyper cool qui était Mel Gibson, mais hyper cool, qui passait son temps à jouer aux cartes avec les machinaux. Quand on lui disait de faire un plan, il arrivait, il faisait son plan, il rampait, on lui remettait un peu de sang, puis il retournait jouer aux cartes. Alors ça, c'est la première aventure où je me suis dit, tiens, après coup, c'est le cinéma étranger qui s'intéresse à nous. Et George Miller, il a toujours dit, oui, je suis un enfant de métal hurlant. Ok, il est australien. Tout comme après, Alex Proyas, qui a fait iRobot, Dark City, dit « Je suis un enfant de métal hurlant ». Tout comme aujourd'hui, Denis Villeneuve dit « Je suis un enfant de métal hurlant ». Je vous dis ça parce que tous ces gens-là viennent de pays autres. Les Américains, ils avouent jamais. Un Américain, vous pouvez le torturer, il a ordre de ne jamais dire qu'il a été influencé par qui que ce soit. Où ça? Alors il y en a que j'ai pris la main dans le sac. C'est-à-dire qu'il y en a un qui avait fait un premier film qui se passait dans le diner, qui s'appelait George Lucas. Il était à Londres. Il allait tourner un film qui avait un petit budget de $6 millions, qui s'appelait Star Wars. Et il a collectionné les dessins de Druillet déjà, parce qu'il a gagné un peu d'argent avec son premier film. Et il a fait une préface pour Druillet. Ah merde, c'est moi. Chacun son tour. Et Jean-Pierre, tout le monde en France va croire que cet enfant est paralysé. Everything in France will think you're crippled. Stand up, show them. Oh, miracle! Qui va faire un film qui s'appelle Star Wars. Il est encore jeune, donc un peu naïf. Donc quand on va lui dire, on l'appelle à Londres, on a son contact parce qu'il est très facile à joindre à l'époque. Et on lui dit, il faudrait préfacer le premier livre de Druillet qui paraît aux Humano, qui seront tous ses dessins comme ça. Il dit, je le fais tout de suite. Et dans cette préface-là, en 78 ou 76, il dit Druillet est une de mes inspirations, j'adore Druillet et tout. Ça sera la seule fois qu'un Américain le dira. Parce qu'un Américain n'avoue pas. Mais Villeneuve, il dit, on a tous été inspirés par Métal Hurlant, mais, alors ici Spielberg, il en cite d'autres, les frères Wachowski et tout, il dit, mais un Américain n'avoue jamais. Moi, je peux le dire, je suis Canadien. Oui, j'étais inspiré par Métal Hurlant et par Laurence d'Arabie. Je me suis dit, ah, le monde, il est tout petit. Alors, ce qui est très marrant là-dedans, c'est pourquoi pas en France? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. C'est que ailleurs, on vous voit mieux, on vous voit différemment comme quelque chose d'exotique, de nouveau. Dans le pays où on est, vous êtes un truc nouveau, mais qui ne rentre pas dans les cases. Ok, il y a ça. Il y a aussi le fait que les Américains, je crois, ils sont plus visuels. Et les Français, à l'époque, ils étaient plus littéraires. Ils le sont toujours. Les Américains, ils croient au fantastique et à la science-fiction. En France, on n'y a jamais cru. On a commencé par Méliès, on a eu Cocteau, on a eu plein d'autres films fantastiques, comme, je sais pas, les films de Franjul, Les yeux sans visage. Mais chaque fois, on dit c'est une exception. Alors, on a fait 50 exceptions. On a inventé le gore avec le Grand Guignol. On a inventé une grande partie de la science-fiction avec ce qu'on appelait le merveilleux scientifique. Nous et les Anglais. Et Métal Hurlant va donc exploser dans le reste du monde. Alors, après, ça va se passer mieux. Parce que Druillet n'arrivera jamais à monter un film parce il voulait faire Salammbô. À un moment, ils ont trouvé les 100 éléphants. Après, il n'y a plus les 100 éléphants. Ok. Moebius, il partira à Hollywood. Alors, il va bosser avec Cameron, il va bosser avec tout le monde. Il va faire Tron, le premier film sur les univers virtuels, mais il va bosser sur Princess Bride. Souvent, il bosse 15 jours, et puis il s'en va. Ou alors, il n'a plus envie. Alors, quand on lui propose de bosser sur un truc qui s'appelle Matrix, il dit, mon élève et ami Jeff Darrow, qui est très influencé, serait parfait. Et Jeff Darrow fait un truc parfait, mais qui est du métal hurlant. Mais eux, ils n'ont pas avoué, par contre. C'est les Américains. Les Américaines, maintenant. Mais c'est les Américains, au départ.
Alors, c'est pas... Je crois que c'est un truc... Ça me fascine, c'est que en France, on a toujours fait des trucs bizarres, étranges, fantastiques, y compris le Fantôme de l'Opéra. Ça a été de Gaston Leroux, grand roman. Ça a été 10 films américains. Ça a été 0 film français. La planète des singes, écrit par Pierre Boulle, c'est un film américain. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! Un animal doué de raison. Ça va devenir un film américain avec George Scott. Et des jeunes réalisateurs me le disent maintenant, en France. C'est très dur dans le système français de monter un film fantastique. C'est très dur. Ou alors il faut le faire très sophistiqué, second degré. Alors c'est très à la mode en ce moment de dire on a fait un film de science-fiction mais qui n'est pas de la science-fiction. C'est méta. Ouais, que ça. C'est méta. Alors, comme ça qu'on peut faire Titan, qui est un espèce de Cronenberg revisité et tout. C'est pas Cronenberg non plus, hein. Non, c'était assez léger. Arrêter, hein. C'était très léger. Alors il y a quelques Belges qui ont réussi à faire des petits films fantastiques pas chers. Il y en a quand même. En Belgique, la Belgique ça a toujours été la beauté de la France. Donc ils arrivent à faire quelques trucs quand même. Mais toujours avec des budgets tellement petits. Et quand Kassovitz veut faire de la science-fiction, il doit aller en Amérique. Il se retrouve avec Vin Diesel. We walk onto a scene like this. We really don't know where the sea-doo is. We don't know where the wounds are. We don't know what the wardrobe is. We don't know what the makeup is. Quand Yann Kounen arrive à faire Doberman, qui est très métal, son film suivant, il est forcé de faire un film plus sage. Mais il est toujours fou, Yann, il peut y arriver un de ces jours. Mais il arrive à tourner au moins. Ouais. Il a fait Blueberry aussi, Blueberry. Alors Blueberry, c'est une histoire de fou, parce que Blueberry, à l'époque, il voit beaucoup Moebius. Et Moebius, à l'époque, il est dans le chamanisme à fond, il est obsédé par ça. Donc, ils vont prendre Blueberry et en faire un truc chamanique, où à la moitié du film, on part dans des trucs psychédéliques, et personne ne comprend rien. Je me souviens que Yann, il n'était pas venu à la projection. Et donc, il m'a appelé à la sortie, au téléphone. Ça y est, on avait des portables. Il m'a appelé, il me dit, alors, t'as trouvé ça comment? Alors, j'étais hyper poli. Je lui ai dit, écoute, c'est pas Blueberry, c'est plutôt une cathédrale. Mais est-ce que les gens ont envie d'aller à l'église? On verra bien. Bon, les gens n'ont pas eu envie d'aller à l'église. Après, il y en a un autre qui m'avait appelé pour adapter une bande dessinée de Métal Hurlant. C'était un jeune type qui voulait faire une BD que j'avais écrite d'ailleurs avec Gall, qui s'appelait Les Armées du Conquérant. Et lui, il s'appelait Guillermo del Toro. Il n'a pas trouvé l'argent, il a fait autre chose. Mais on est resté proches un certain temps, parce qu'il voulait faire des films bizarres qui étaient dans le même esprit. Après, on a eu d'autres projets. Par exemple, il y a un truc qui m'avait rendu fou personnellement, moi. C'est qu'un jour, il y a un type qui m'appelle, qui n'était pas très connu à l'époque. Il me dit, je m'appelle Michael Mann. Il dit, je viens de faire Le Solitaire. Je lui dis, j'ai vu Le Solitaire, j'ai vu Le Solitaire. Il dit, est-ce que je peux avoir les droits gratuits 6 mois et après je renouvelle en payant une somme de temps qui n'était pas énorme, l'option sur la BD que vous avez faite avec Bilal, Exterminator 17, je voudrais en faire un film avec James Caan. Waouh. 6 mois passent, il donne $20 000, 6 mois passent, il donne $20 000. Et puis il dit, je prolonge l'option de 6 mois, mais je vais d'abord faire un autre film, parce que j'ai le budget qui s'appelle La Forteresse Noire. Donc il dit, est-ce que Bilal est libre? Je passe Bilal, il se rend en contact et tout. Et la Forteresse Noire ne marche pas, du tout, du tout. Ce qui fait qu'il part pour 15 ans de Miami Vice. Et donc, ça c'est le regret de ma vie, parce que c'est un de mes metteurs en scène préférés au monde. Hein. Quand je vois Ferrari, je me dis, personne cadre mieux que lui. Eh ben, on n'aura pas James Caan, champion d'Amérique de rodéo, dans un rôle à la Rollerball, il aurait été parfait. Tout ça, c'est pas des regrets, parce que quand je vois Les Gardiens de la Galaxie, je vois bien l'influence de Métal Hurlant. Mais, parce que James Gunn, il connaît tout ça. Peter Jackson, il dit, je suis un enfant de Métal Hurlant, et puis il m'invite sur Le Seigneur des Anneaux, en disant, vous avez vu le dessinateur, il avait bossé à Métal, mais il fait tous les costumes, tous les trucs, et machin, ils sont 2. Mais un des 2 avait bossé à Métal. Mais à Métal, il livrait des histoires tout doucement,
Alors que là, dans la frénésie du film, il faisait des tonnes de dessins. Et on se retrouve en Nouvelle-Zélande, là-bas, etc., avec un producteur charmant qui me dit, je produis en même temps les Matrix et les Seigneurs des Anneaux. Il dit, là, comme je suis néo-zélandais, et la prochaine fois qu'on s'est vu, c'était en Australie, je peux vous dire que oui, on est influencé par Metal Hurlant. Mais dès que je rentre en Amérique, je n'irai. Parce que les majors, ils veulent pas. Et donc voilà la belle histoire de Metal Hurlant et le cinéma. Alors Moebius, après, il a fait d'autres trucs encore. Schuiten et Renard, ils ont bossé sur 1 ou 2 films, comme Gwendoline, qui était pas bon. The Perils of Gwendolyn in the lost land of the Yik-Yak. Mais ça permettait de rentrer dedans. Et récemment, je parlais avec Alex Proyas, qui est retourné en Australie, parce que l'échec de Dark City, il est retourné, et il a fait une boîte de prod, de trucs comme ça, pour faire, en utilisant l'intelligence artificielle auquel il croit beaucoup, des films pour des budgets moindres. Il va avoir fini le premier là, qui s'appelle Rure, sur les robots, et il dit, en fait, pour être, soit je reviens dans le système américain et je me trouve avec Will Smith, j'ai 14 producteurs sur le dos, soit je le fais en Australie. Et les premières images de Rure que j'ai vues, c'est vachement bien. C'est assez expressionniste, mais c'est superbe. Et lui, il n'a pas de problème avec l'intelligence artificielle, il n'a pas de problème pour dire, par exemple, je peux pas aller à tel endroit, j'ai envoyé un mec qui va scanner toute la ville, et puis je ferai mon fond avec, et je dis, mais elle est bizarre la forêt au fond. Il dit, la forêt, c'est une photo de forêt que j'ai agrandie, et je mets des lumières derrière, mais ça marche. Donc je pense que maintenant que Metal Hurlant revient, en même temps apparaissent des outils, et là je suis complètement contre l'IA, c'est pas bien. L'IA, c'est pas bien, c'est évidemment si les mecs ils font leur cousine en Joconde. L'IA, c'est pas bien parce qu'elle est nourrie parfois de conneries. Mais moi, je connais 2 ou 3 mecs très 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 bien qui servent de l'IA. Ils osent pas trop le dire pour faire des choses qu'ils pourraient pas faire autrement. Et l'IA, c'est ce qu'on met dedans qui la nourrit. Donc, je pense qu'on va peut-être arriver, pour des budgets moindres, comme Proyas, à faire des films en se disant, bon, j'ai X millions de dollars, mais j'ai pas 110. Parce que ce que demandent les producteurs américains, c'est que vous fassiez le dernier film qui a marché. Le dernier film qui a marché, il ne marchera plus. Et on vous demande de le refaire. Donc c'est impossible. Alors je pense qu'on est à un moment hyper intéressant où en mélangeant les outils, ou en se disant, par exemple, Moebius était pour l'informatique, des trucs avec Tron et tout ça. Il y croyait, il pensait que c'est un nouvel outil. Il disait pas, ça va tout détruire. Tous les nouveaux outils, on a eu peur. Hein. Moi j'ai plus peur de la voiture électrique, moi. Hein. Oui. Parce que j'en ai vu une exploser une fois. Mais j'en ai vraiment vu une brûler. Pouf. A boy and his dog. Un gars et son chien. Ouais. L'Apocalypse 2024. Oui, d'un acteur de Peckinpah. Ouais, L.Q. Jones. Ouais. Voilà. Et Harlan Ellison, j'ai publié en France aux Humanités associées avec Metal Hurlant. Il était invivable. C'était un génie. Mais il était insupportable. C'est-à-dire que, je me souviens, un jour, on était à Metz avec Philippe Cadic. Et il y avait tout le monde allait là. C'était des débuts des science-fiction, donc il y avait Asimov, Silverberg, Dick, Simak, tout le monde était là. Et au moment où Dick faisait une conférence, parce qu'il était plus connu en France que lui, il m'a convoqué. Comme ça, j'ai raté la conférence pour me dire que si ces livres ne marchaient pas en France, c'était ma faute. Bon, je suis désolé, ces livres ne marchaient pas en France parce qu'ils ne marchaient pas en France. J'avais sorti en même temps dans la même collection Bukowski, ça a marché. J'avais sorti Yves Adrien, qui était un Français, ça avait marché. J'avais sorti du Selby, ça avait marché. Ellison, ça n'a pas marché. Quand il faisait Dangereuse Vision, ses anthologies et tout, la 3e, elle paraît là, donc 30 ans après sa mort. Mais moi, je suis allé une fois à Ellison Wonderland, qui était sa gigantesque villa, j'ai eu peur. Parce que c'était une gigantesque maison, et au milieu de la maison, il y avait une toute petite maison, et c'était là qu'il gardait enfermé sa secrétaire.
pour que s'il avait une idée, elle puisse l'aider dans la seconde. Alors bon, à un moment, ça va. Alors bon, c'était un ancien baron de Brooklyn, comme il disait. Il dit, j'étais presque un tueur. Ça n'a jamais été un tueur. Je vais à Los Angeles, on me dit, Harlan vous cherche, me disent les gars qui font Love and Rockets. Je dis, vous dites à Harlan que je suis au Château Marmont, chambre 21. Et il n'est jamais venu, Harlan. Mais c'est des jolis souvenirs. Et Un gars et son chien, c'est un film vraiment barré, qui n'avait pas le budget nécessaire, mais c'est une idée magnifique. En fait, on vivait dans le même univers. C'est-à-dire un univers où on avait connu la grande science-fiction classique et on avait envie de la bousiller. Et je trouvais aussi l'adaptation de Corben, qui n'est pas ressortie en France en bande dessinée, était vachement bien. Parce qu'un gars et son chien, si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire quand même. Hein. Il est là, Don Johnson, tout jeune, pas encore Miami Vice. Parce que quand Michael Mann va le voir, il le voit avec son costume en soie et tout, il dit c'est lui. Il dit il faut rien toucher. Il a un chien télépathe avec qui il parle tout le temps. Et il va rencontrer une jeune femme de bonne famille, mais une famille souterraine un peu religieuse et tout. Et ils vont partir à trois en balade. Et à un moment, cette jeune femme va lui dire tu dois choisir entre moi et ton chien. Je vous laisse voir le film, je vous laisse lire le livre, je vous laisse lire la bande dessinée de Corben qui reparaîtra un de ces jours. Try to get back as quick as I can. Will you wait? For a while, then over the hill. I'll miss you, Pig. I'll really miss you. L.Q. Jones, a boy and his dog. Mais on était dans une période, post-Peckinpah. Donc, on a osé à ce moment des trucs assez infernaux. C'est l'époque où arrive à la fois le Polizei en Italie et les grands western spaghetti. Avec Henry Fonda qui devient un serpent. Donc c'est un moment extraordinaire, c'est l'époque où on fait le film qui me fait le plus peur au monde, qui s'appelle Ne vous retournez pas, de Nicolas Roeg, avec ce couple et Donald Sutherland à Venise, et ce bébé qui meurt au début. Waouh! Et après il fait Eureka, qui commence par son suicide. Et moi, j'ai bien connu Nicolas Roeg, on s'entendait bien. Il était fou et il buvait trop. Ça, c'est dommage. Mais Nicolas Roeg, c'était le même esprit. Alors, comme quoi, des fois, les correspondances, c'est qu'on est au même moment dans le même univers. Alors, il y a Deep qui me dit tel truc a été influencé par Metal Hurlant. Je dis c'est pas sûr, parce qu'il y a un air du temps. Par exemple, moi, j'avais publié une bande dessinée qui n'a pas été rééditée parce qu'elle fait peur à tout le monde maintenant. Qui s'appelait L'Ange de Miséricorde. On est dans les années 90, avec un dessinateur qui s'appelle Laurent Theroux, c'est un gros pavé comme ça. C'est l'histoire d'un type qui arrive dans une ville et il tombe amoureuse de la policière locale qui ressemble un peu à la femme de Bacharach, très belle donc. Mais il cherche une beauté absolue. Et puis il tombe sur des vieilles dames un peu médiocres. Il a un peu tendance à les tuer pour qu'elles vivent un moment intense dans leur vie. Et puis un jour il va tomber sur une femme sublime. Et ça va mal finir pour lui parce qu'il cherche la beauté absolue. À 3 mois d'écart est paru un livre en Amérique qui s'appelle American Psycho. Pourquoi on a fait lui dans une ville avec des raisons précises, moi dans une Amérique fantasmée, la même histoire. Ça arrive tout le temps. C'est pour ça que quand on dit que tel truc influence tel truc, moi je dis des fois c'est pas ça. Il y a un truc, un nuage cosmique qu'on attrape en premier ou pas. En lisant le dernier Metal Hurlant, le spécial chat qui est ici mais qui sera en vente dans quelques jours, là c'est juste pour montrer, je me dis tiens, il y a une nouvelle génération de dessinateurs dont un ou deux traficotent l'image d'une manière étrange. Je veux pas savoir comment, mais c'est bien. Au moment où arrivent les nouveaux outils, où tout change, arrivent de nouveaux dessinateurs. Ça veut dire que la France, maintenant, elle est reconnue à un certain niveau comme ayant renouvelé les choses. Alors, c'est pas pour nous faire des drapeaux à nous, à ma génération, parce que c'est le hasard qui fait ça. 5 ans avant, je suis un pilote. Pilote, il est vachement bien.
Il y a les gens de Harakiri, il y a les gens de Pilote, puisqu'Harakiri ne paraît plus à l'époque. 2 ans plus tard, il y a l'écho des savanes. L'écho des savanes démarre doucement. Moi, je les rejoins. Et je trouve pas de dessinateur, il n'y en a pas. Il y a Moebius qui va faire une histoire. Il y a Petillon, qui est un inconnu à l'époque, qui va faire une histoire. Il y a Wallace Wood, grand dessinateur américain, à la ramasse. Donc on n'arrive pas à boucler le numéro, je m'en vais au 10. Et en même temps, on monte Métal Hurlant, trimestriel. Et là, bon, on a Druyer, on a Moebius, et moi je trouve un mec qui s'appelle Jean-Claude Gall, et un débutant qui s'appelle Richard Corben. Ok, on fait le numéro. Très vite, on devient mensuel, parce que trimestriel, c'est très très dur à gérer, dans le sens qu'on est payé après la vente du numéro suivant. Ce qui va se passer, c'est que vers le numéro 7-8, je vais arriver des Brésiliens. Il s'appelle Serge Macedo, il s'appelle Alain Voss. Pourquoi à ce moment-là? Je vais arriver des Anglais, un nommé Angus McKee, qui a bossé avec Foss, qui a bossé sur Alien. J'ai Dan O'Bannon, qui entre 2 trucs va faire un scénario qui s'appelle The Long Tomorrow. J'ai Jodorowsky, qui n'a pas réussi à monter Dune, mais il ne pouvait pas le monter, il voulait faire un film de 9 heures. I wanted to make something sacred, free, with new perspective, open the mind. Il y aurait une séance par jour, et quand est-ce qu'on aurait fait pipi, hein? Jamais. Et je vois arriver toute la ligne claire, mais la ligne claire perverse de Chaland et compagnie. Je vois arriver la ligne crade. La ligne crade, c'est tous ceux qui ont la shooteuse dans le bras toute la journée. Bon, il en reste un de vivant. Mais c'est intéressant. Je vois arriver les Belges de l'école Saint-Luc. Schuiten, Renard, Sokal et compagnie. Après, il y a un petit trou. Après, dans les années 90, vont arriver plein de nouveaux mecs comme Fred Blanchard, MM, tout ça, etc. Qui s'installent progressivement et qui sont installés. Va arriver l'association avec un style qui n'est pas réaliste dans l'ensemble, à part un ou deux. Ouais, non, c'est pas du style réaliste. Et puis là, maintenant, c'est marrant parce que du fait que Métal Hurlant revient, il y a des gens qui auraient peut-être pensé à autre chose qui se mettent à la bande dessinée. Et je vois que grâce au fait qu'ils paraissent dans un journal, bon, d'abord, ils sont horriblement déçus comparé à la première histoire, parce que ce qu'ils avaient dessiné, ben, ça passe mal à l'imprimerie. Donc à la deuxième, ils dessinent mieux, ou plutôt en tenant compte de l'imprimerie. La troisième, c'est mieux. Et puis l'histoire s'améliore éventuellement. Et je pense que je compte plutôt sur eux, parce que nous, on est en fin de parcours tous, ceux qui restent. Je pense plutôt sur eux, avec les nouveaux outils d'aujourd'hui, et surtout une vision d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne doit plus, même si certains le font encore, écrire les histoires qu'on écrivait il y a 50 ans. On était dans les années 70. Ça n'a rien à voir. C'était un monde libertaire, et en même temps, ça a provoqué un espèce de retour de bâton juste derrière. Ça s'est refermé violemment, très violemment. Donc, on n'est plus dans la même période. On est dans une période qui est à la fois plus libre, mais en même temps dangereusement libérale. C'est-à-dire qu'il faut sauver la planète, mais d'abord la Banque de France. Mais les situations comme ça, les situations, on va dire, de merde absolue, dans le monde entier, où maintenant on le sait quand il y a la merde dans le monde entier, et ben si on est malin, et ça les Américains ont toujours su le faire, d'autres pays l'ont fait, c'est, comme le Brésil et tout, c'est d'utiliser la crise pour en tirer des trucs extrêmes, mais métaphoriques. Comme le cinéma novo au Brésil. Donc je pense que tout ça, ça va provoquer une espèce d'explosion. Il y a dans Métal des dessinateurs russes. Il y en a un qui est toujours en Russie, et il y en a un qui a quitté la Russie. Moi, je m'en fous, leurs BD sont bien. C'est pas mon problème. En plus, j'ai pas d'avis politique. Je veux dire pourquoi? Parce que je connais très bien les Plutoniens, les Martiens. J'ai connu quelques Vénusiens. Je connais les peuples souterrains. Mais dans le monde réel, j'ai aucune compétence. Hein, je suis parti de chez moi avec ma clé de boîte à lettres. Et j'ai oublié mon ordinateur. Je dirais que j'ai eu la chance d'être à un moment extraordinaire, mais j'ai la chance de voir que là, maintenant, peut-être qu'une relève arrive, et ça voudrait dire que, d'une part, cette relève est à 60%, c'est les femmes,
Alors ça me ravit. Parce qu'à l'époque, quand on publie, après Bretéché, les premières dessinatrices, il y a Annie Gotzinger, il y a Montelier, il y a Claveloux, on n'est pas les premiers à les publier dans certains cas. Les premiers pour Montelier, oui. Pour Claveloux, elle a déjà fait des livres pour enfants. Gotzinger, elle a bossé aussi à Pilote. Mais à l'époque, pour faire un journal féministe, où j'ai pas le droit de rentrer, hein, j'ai le droit de mettre mon nom sur la couverture comme directeur responsable, donc je suis convoqué par la police tout de suite, parce qu'elles font un numéro sur le lesbianisme, convoqué. Elles font un numéro sur la pédophilie, je suis convoqué. Et je dis aux filles, faudrait mettre un peu le truc un peu là, parce que ça sent pas bon, que je suis directeur responsable. Et quand je vois la couverture avec 3 dollars de papier cadeau et qui a écrit spécial inceste, bon, je sais que les jeux sont faits. Là, j'allais dire que plus de la moitié, je dirais 60% des dessinateurs, c'est des dessinatrices. Donc c'est une nouveauté, parce qu'au XIXe siècle, la moitié de la littérature fantastique anglaise, signée de noms d'hommes, c'était des femmes, hein, comme les sœurs Brontë. Et je trouve que les femmes, c'est comme les chats. Elles peuvent être plus fortes et plus cruelles qu'en nécessaire. Métaphoriquement, j'espère. Elles vont plus loin. Moi, je pense que la femme est supérieure à l'homme, d'où, chez moi, du relent de machisme, c'est de la défense. Hein. Et là, dans Métal, je trouve que c'est les dessinatrices les meilleures, et il y en a une, moi, que j'ai vue dédicacer un livre, elle s'appelle Lolita Couturier. Quand je lui ai demandé quels étaient les auteurs de bande dessinée qu'elle préférait, elle dit « Je lis pas de bande dessinée, j'en fais. » Waouh. Ouais. Donc, on risque, si je suis encore dans les parages, de se revoir dans 10 ans et peut-être de voir surgir un nouveau vent, parce que le nouveau millénaire est pour l'instant formidablement pourri. Mais pour l'imaginaire, c'est super. Cette espèce de déni qui fait qu'on va arriver à la fin du monde, peut-être. On continue à dire, mais fallait nous donner encore 10 ans. Alors je ne sais pas si quelqu'un là-haut nous écoute, mais je suis pas sûr d'ailleurs. Mais non, il dira non, le compteur a tourné. Alors est-ce que... moi je verrais bien les rats pour nous remplacer. Ils sont majoritaires. Donc j'envisage tous ces futurs et je suis assez séduit par le fait qu'on soit à la fin d'un truc qui aurait dû finir depuis longtemps. En fait, la fin du monde, elle a eu lieu dans les années 70-80, quand on l'a su, qu'on n'allait pas s'en sortir. Et puis on a continué. Donc, comme disait T.S. Eliot, le monde mourra, non pas dans un bang, mais dans un gémissement. Eh ben, j'aimerais bien être là et avoir des fauteuils bien placés à l'orchestre. Mais on sera tous très très bien placés à l'orchestre.